Y a-t-il de la vie sur Mars? En collaboration avec son homologue russe, l'Agence spatiale européenne relance l'enquête avec le programme ExoMars. Pièce maîtresse du projet, un rover hautement sophistiqué, développé au Centre européen de technologie spatiale de l'ESA, basé à Noordwijk, aux Pays-Bas. Salut, soyez les bienvenus dans Xenia. Bienvenue à tous. Adrian et moi sommes aujourd'hui au Centre européen de technologie spatiale où nous allons jeter un coup d'œil dans les coulisses de la mission ExoMars. Nous allons découvrir l'un des fleurons du programme, un véhicule de recherche autonome conçu pour explorer le sol martien, autrement dit un rover. Et le clou de notre visite, Émilie et moi allons pouvoir essayer de piloter un prototype. Mais avant de découvrir cet engin spatial, retour sur la genèse de la mission ExoMars et sur ses principaux objectifs. « 14 mars 2016. Après 15 ans de préparatifs, le grand moment est arrivé. Les agences spatiales russes et européennes s'élancent vers Mars. Les fenêtres de tir sont rares. On ne peut envoyer d'engins vers Mars que tous les 2 ans. Et le voyage va durer plus de 6 mois. Lorsque le dernier étage de la fusée se sera détaché, les panneaux solaires vont se déployer afin d'alimenter le vaisseau en énergie. À partir de là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Une fois en route pour Mars, tout doit fonctionner, ce qui est une véritable gageure, étant donné l'importance du rayonnement et des variations de température. Pour les instruments, les sollicitations sont considérables. Et quand vous partez pour Mars, pas question de se dire « ça va marcher comme sur des roulettes ». En fait, le risque d'échec est très élevé. Le programme ExoMars tire son nom de l'exobiologie, une discipline scientifique qui étudie les possibilités d'existence de la vie extraterrestre. C'est l'objectif principal d'ExoMars. L'univers est un mystère gigantesque. On pourrait se contenter de dire que tout a commencé avec le Big Bang. Mais certains processus nous échappent encore et piquent notre curiosité. Le programme s'articule autour de 2 missions. Lors du premier voyage, en mars 2016, une sonde orbitale et un module d'atterrissage nommé Schiaparelli prennent la route. 3 jours avant d'atteindre la planète rouge, Schiaparelli se détache de la sonde et met le cap sur le site d'atterrissage. La sonde, elle, se place en orbite martienne pour servir de relais de télécommunication entre l'atterrisseur et la Terre. Durant les 7 à 8 minutes où il traverse l'atmosphère martienne, Schiaparelli expérimente les techniques de rentrée atmosphérique et d'atterrissage et transmet à la sonde toute une série de mesures. La sonde, elle, transmet ces données à la Terre et étudie également la présence de gaz, d'où son appellation d'orbiteur traceur de gaz, ou TGO. Objectif, maintenir le contact avec la Terre, rester en orbite autour de Mars et rechercher des traces de gaz dans son atmosphère, c'est-à-dire des signes de vie. Chaque fois que l'orbiteur passe à proximité de la planète, il effectue un certain nombre de mesures qui sont destinées à éclairer l'énigmatique présence de méthane dans l'atmosphère martienne. Comme ce gaz est en principe généré par des bactéries, cela pourrait être un signe de vie. La caméra de l'orbiteur doit également analyser plus précisément l'apparition saisonnière d'un mystérieux réseau fluvial dans certaines régions martiennes. Cependant, et même si l'observation lointaine permet de deviner bien des choses, le rêve et le lointain objectif de la navigation spatiale sont les missions habitées vers Mars. À quoi elle pourrait ressembler un jour et quelle est la marge entre la science et la fiction? Tel est le sujet du film de Ridley Scott, Seul sur Mars, où un astronaute doit survivre seul sur cette planète pendant plusieurs années. Angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. En réalité,
la science n'a pas encore trouvé le moyen de faire supporter à l'homme les rayonnements cosmiques et une atmosphère saturée en CO2. Étant donné sa situation, Mars ne sera pas facile à atteindre. Ce n'est pas le genre d'objectif que l'on peut envisager dans les 10 prochaines années. Cela prendra plus de temps, mais je suis sûr que l'homme finira par y poser le pied. Les missions non habitées sont déjà bien assez compliquées. Le partenaire russe de l'ESA parvient certes à poser une sonde sur Mars en 1971, mais le contact radio s'interrompt aussitôt. L'ESA n'est pas plus chanceuse. Nous avons déjà réussi un atterrissage avec Beagle 2. L'ennui, c'est qu'il n'a jamais pris contact avec la Terre. Il était apparemment très autonome. Mais l'atterrissage lui-même a fonctionné. C'est en tout cas ce que montrent les images que nous avons pu voir. Jusqu'à présent, c'est la NASA qui s'en sort le mieux. Elle parvient à transporter sur Mars non seulement des sondes, mais aussi 4 véhicules, les fameux rovers. Le dernier, Curiosity, s'y est posé en 2012 et c'est à bien des égards un modèle pour le rover de la mission ExoMars qui doit atterrir sur la planète rouge lors du second voyage. Pour que tous les instruments de mesure soient bien prêts à temps, la mission a été repoussée de 2018 à 2020. L'orbiteur doit transmettre des paquets de données, comme les images des caméras ou des analyses d'échantillons de sol effectuées par le rover. Le véhicule sera le premier à pouvoir creuser jusqu'à 2 mètres sous la surface du sol. Les échantillons prélevés permettront peut-être de découvrir des composés organiques, voire des colonies de bactéries. Ce qui devrait répondre à la question essentielle de la mission. Y a-t-il ou y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Ce prototype a brillamment réussi la course d'obstacles. Je lui décerne la médaille d'or. Très bien. Ce sont des prototypes comme celui-ci qui aident à concevoir un rover capable d'évoluer sur Mars de façon autonome. Le responsable du rover qui va réellement atterrir sur Mars nous a rejoints, Pietro Baglioni. C'est bien la plus chouette petite voiture téléguidée que j'ai jamais eue. Un peu lente peut-être. C'est sa vitesse réelle ? Non, le rover ira un peu plus vite, mais c'est une bonne vitesse pour tester les problèmes de mobilité sur Mars. J'ai pu télécommander ce prototype avec le joystick, mais j'imagine que sur Mars, ce sera plus compliqué. Oui, ce sera plus difficile à cause de la distance de Mars à la Terre et du temps de communication. Pour transmettre un message au rover, il faut d'abord l'envoyer à l'orbiteur qui tourne autour de Mars. Ce dernier doit attendre que le rover soit visible pour qu'il puisse télécharger les ordres. Chaque jour martien, appelé Sol, nous avons en moyenne 2 fenêtres temporelles pendant lesquelles le rover est visible, 5 minutes à chaque fois. C'est pour cela que le rover doit pouvoir circuler de façon autonome. De quel instrument est-il équipé? Nous envoyons au rover l'ordre de se déplacer d'un point à un autre, mais il doit pouvoir effectuer la manœuvre lui-même, c'est-à-dire contourner les obstacles ou les surmonter s'ils sont assez petits pour cela. Pour ce faire, il est équipé d'un jeu de caméras disposé sur le mât et sur le châssis. Ce sont des caméras de navigation et de localisation. Elles prennent des photos qu'elles envoient à l'ordinateur du rover, et cet ordinateur peut arrêter le véhicule en cas d'obstacle ou si la situation se complique. Donc, à la surface de Mars, le rover peut se déplacer de façon autonome vers un point qui est déterminé depuis la Terre. Le rover a donc une autonomie de mouvement, mais c'est vous qui décidez de l'objectif. Comment ça se passe? L'objectif est déterminé à partir des photos et des données que le rover transmet à la Terre. En salle de contrôle, une équipe de chercheurs analyse ces données et décide si l'objectif présente un intérêt scientifique.
Ensuite, les ingénieurs vérifient la faisabilité de l'opération, s'il y a suffisamment de ressources à bord du rover et combien de temps cela va prendre. Une fois que le feu vert est donné, le rover reçoit l'ordre d'exécuter une certaine manœuvre selon un certain mode. En effet, avec le rover, nous pouvons non seulement nous déplacer, mais aussi procéder à des examens sous la surface. Nous avons pour cela des radars à pénétration de sol installés à l'arrière du véhicule. C'est très important, puisque cela nous permet de détecter la présence d'eau dans les 5 premiers mètres sous la surface. C'est sur la base de ces informations que nous allons décider de procéder à un forage. C'est un point important? Oui, la foreuse est l'un des instruments les plus importants du rover, et sans doute le plus novateur. Nous pouvons forer jusqu'à 2 mètres, ce qui est une première. Nous pouvons prélever un échantillon de sol et le diriger vers le laboratoire qui est à l'intérieur du véhicule. Là, il sera réduit en poudre très fine afin que les instruments puissent l'analyser. Merci beaucoup et bonne chance pour votre mission. Bonne chance. Merci. Le rover va donc chercher de façon indépendante s'il y a de la vie sur Mars. Et les chercheurs fondent tous leurs espoirs sur un instrument capital. On atteint les 700 degrés. Ce four vaporise des échantillons de roches broyées. Depuis des années, Eckhard Steinmetz met au point et teste l'instrument phare d'ExoMars, le MoMA, chargé d'analyser les molécules organiques. En 2020, le rover l'emportera sur Mars. C'est exaltant de voir que tout cela se précise. Les calculs du rover ExoMars ouvrent un nouveau chapitre en matière de recherche. C'est la première fois qu'un rover peut prélever des échantillons à 2 mètres sous la surface du sol. À son bord, ces roches seront finement broyées en vue d'être analysées. En guise d'échantillon martien, Eckhard Steinmetz prend du sable terrien. Au-delà de 900 degrés, presque tout ce que contient l'échantillon est vaporisé, notamment des traces de vie mesurables à l'état gazeux. L'idée, c'est de mettre en évidence des acides ou des molécules qui sont en quelque sorte la base de la vie. Mais cela apportera-t-il une réponse claire et nette à la question de la vie sur Mars? Il pourrait être difficile de trouver encore de la vie sur cette planète, et ce pour 2 raisons. D'une part, la surface martienne est très froide, de l'autre, elle est bombardée de rayons cosmiques. En effet, contrairement à la Terre, Mars est dépourvu de champs magnétiques protecteurs. Au sol, ces rayons rendent toute vie impossible. Mais quelques mètres plus bas, les choses pourraient être bien différentes. La mission ExoMars est une première. Jusqu'à présent, on n'a fait que gratter en surface sur 1 ou 2 cm, mais pas vraiment creuser. Mais le forage et le broyage des échantillons de sol causent de violentes vibrations. Le délicat appareil de mesure doit supporter une sollicitation mécanique énorme. Lors du lancement d'une fusée, l'appareil est également soumis à des trépidations considérables. Le premier étage se sépare 1 minute environ après le lancement, au moyen de charges explosives. La détonation se transmet à l'intérieur du satellite, et le choc au niveau du matériel peut avoisiner les 2000 G. 2000 G, c'est-à-dire 2000 fois l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Pour que rien ne casse, il faut multiplier les tests. Le banc d'essai produit des oscillations dans toutes les directions, car il faut vérifier toutes les fréquences de secousses possibles et imaginables. À chaque test de vibration, on se dit que tout doit être détruit, que le matériel n'aura pas pu résister. Et pourtant, ça tient. Les instruments résistent même à des sollicitations bien plus fortes que prévu. Le dernier test est effectué dans une chambre de pression spéciale
où sont reproduits le vide et les basses températures de l'espace. Le résultat des tests le prouve, le matériel supporterait ces conditions. Eckhard Steinmetz et son équipe ont travaillé des années durant pour que cet appareil fonctionne à 100%, tant lors du voyage que pendant la mise en œuvre. Mais tous ces efforts seraient vains si une chose en particulier venait à mal tourner. Nous voulons éviter les erreurs de nos prédécesseurs, à savoir la contamination depuis la Terre. Le plus gros problème de ces missions, ce sont les impuretés biologiques embarquées. Car les instruments de mesure, d'une grande précision, déterminent les moindres traces de vie, même celles des passagers clandestins. On s'efforce d'éviter cette contamination depuis des années, mais la tâche est complexe. Comme lors de la mission Viking, il y a 40 ans. Le satellite entier a été placé dans une salle blanche et porté à des températures allant jusqu'à 125 degrés pendant plusieurs semaines. Mais des résidus organiques sont tout de même arrivés sur Mars. Et en 1971, les mesures de Viking ont mis en évidence des traces de vie. Mais étaient-elles martiennes ou terrestres? À présent, la technologie permet de prendre des dispositions plus efficaces. Nous fournissons d'entrée de jeu des instruments stériles. Tout fonctionne donc dès le départ avec du matériel sans contamination. Chaque élément destiné à ExoMars est donc monté dans un environnement parfaitement stérile, comme à Cannes et à Turin. À Baïkonour, le tout est maintenu à l'abri des bactéries sous une tente mobile jusqu'au départ. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous rencontrons maintenant le responsable qui veille à ce que l'ESA n'exporte pas de bactéries sur de lointaines planètes. Ce microscope très sophistiqué a été mis au point tout spécialement pour l'espace. Dites-nous, si nous voulions l'envoyer sur Mars, que faudrait-il faire au préalable? Quelle est la procédure? Il faudrait le démonter, nettoyer chaque pièce, mesurer les résidus biologiques et éventuellement stériliser le tout par des moyens thermiques ou à l'eau oxygénée. Pour cela, nous avons mis au point la salle blanche que vous voyez derrière nous. Je vais remettre cet objet à mes collègues et nous allons suivre les différentes étapes de décontamination. Ça me va tout à fait parce que ce microscope pèse une quinzaine de kilos. Les composants de la mission ExoMars sont désinfectés dans des lieux différents. Quelle dépense d'énergie? Pourquoi est-ce indispensable? Cela s'explique par le fait que les différents composants viennent de différents lieux. Les instruments sont fournis par différents pays. L'essentiel de la mission d'atterrissage est intégré en Italie. Certaines phases de test ont lieu en France et le lancement se fait en Russie. Cela peut prendre plusieurs années. Et pendant ce temps, tout doit fonctionner, tout doit être contrôlé. Les milliers d'échantillons prélevés durant ce laps de temps doivent être analysés. Et si tout ne marche pas comme prévu, il faut éventuellement recommencer. Que se passerait-il si des bactéries terriennes arrivaient quand même sur Mars? Le risque, c'est que ces bactéries s'y implantent. Lors de missions ultérieures, quand nous rechercherons des traces de vie, cela risque d'interférer avec les examens scientifiques. On ne va pas construire des sondes spatiales à grands frais, leur faire traverser l'espace pendant des mois, effectuer des recherches, tout cela pour mesurer une vie que nous aurions apportée nous-mêmes. Le retour sur investissement ne serait pas bon. La contamination depuis la Terre est donc prise très au sérieux. Mais qu'en est-il de tout le matériel déposé sur Mars lors des missions précédentes? Le métal, le synthétique, c'est une contamination, ça aussi. C'est une contamination, mais elle n'est pas couverte par les directives internationales que nous avons aujourd'hui. Pourquoi pas? Cela doit bien faire un demi-siècle que nos directives sont en vigueur.
Elles ont été établies pour éviter les interférences avec la recherche de la vie dans le système solaire. Et cela concerne principalement la contamination biologique des sondes spatiales. Un morceau de métal ou de plastique, ce n'est pas si important. Merci, Monsieur Kminek. Merci beaucoup. Il est bien sûr difficile de prédire ce que nous réserve cette recherche sur Mars. Pour se faire une idée des formes de vie qui pourraient s'y trouver, les chercheurs simulent des conditions martiennes, et ce, sur notre bonne vieille Terre. Difficile de faire plus inhospitalier. Température de moins 40 degrés, rayonnement cosmique, cet environnement est presque aussi hostile qu'à la surface de Mars. La Station spatiale internationale accueille une expérience martienne. Dans ces petits récipients, les échantillons grouillent littéralement de vie, au début. Mais combien de temps vont-ils survivre? Été 2016. Après 18 mois dans l'espace, les échantillons sont de retour sur Terre. Quel type de bactéries peuvent survivre sur Mars? Pour le savoir, les chercheurs ont élaboré pendant des années un protocole expérimental. Ils ont d'abord recréé une atmosphère de type martien dans laquelle seront plongées les cultures de bactéries. Tout comme la véritable atmosphère martienne, celle-ci se compose essentiellement de dioxyde de carbone. Puis, les chercheurs déterminent quelles bactéries feront de bonnes candidates pour cette expérience. Les études ont établi qu'il y a de l'eau sur Mars et qu'elle est salée. Sur Terre, dans les marais salants, nous avons des archées halophiles. Ces micro-organismes amateurs de sel peuvent vivre dans des concentrations en sel à 30%. Et je ne parle pas de survie, mais de vie active. Ces bactéries, archées et autres organismes supportent aussi beaucoup de rayons dont nous protègent sur Terre la magnétosphère et l'atmosphère. Dans leurs petits habitacles, les bactéries ont vécu pendant 1 an et demi dans l'espace en atmosphère martienne artificielle. Sur Terre, ce sont des bactéries qui se sentent bien dans les salines et les installations nucléaires. Place à l'évaluation. Ça rend un peu fébrile. Il faut faire très attention à ne pas commettre d'erreurs et à manipuler correctement ces échantillons. Comme les occasions de pratiquer une expérience à l'ISS sont rares, il ne faut pas se tromper. Stéphane Loïko est exobiologiste et il est sûr que quelques bactéries auront survécu au test. Elles sont en général plus résistantes qu'on ne le pense. Dès les premiers résultats, ce qui nous surprend, c'est que ces organismes résistent à beaucoup de choses. Ce que nous n'aurions pas cru au départ. Ils survivent très bien au vide et supportent le rayonnement sans problème. Certains pourraient même y survivre plus de 60 000 ans sur Mars, alors qu'un humain en mourrait au bout de 15 jours. Même les bactéries ne supporteraient pas pendant des millions d'années le rayonnement permanent à la surface de Mars. Mais qu'en est-il au sous-sol ? Il suffit de descendre de quelques centimètres dans la couche rocheuse et elles sont parfaitement protégées. Elles restent là, tranquillement, en attendant des jours meilleurs. Cela peut prendre jusqu'à 250 millions d'années avant qu'elles se réveillent à la vie. C'est tout à fait imaginable sur Mars. Pourquoi ça ne marcherait pas, puisque l'on sait qu'il y a là-haut du sel et de l'eau? Autrefois, la situation y était différente, elle était meilleure. La vie s'est bien développée sur Terre, alors pourquoi pas ailleurs? Il y a des signes concrets d'activité biologique, c'est-à-dire de possibilité de vie sur Mars. Comme le méthane, qui apparaît à des moments donnés à certains endroits. Ce gaz est-il vraiment produit par des bactéries? C'est l'orbiteur traceur de gaz de la mission ExoMars qui donnera la réponse. À bord, le spectroimageur analysera les composants de l'atmosphère martienne. Cela nous dira si ce méthane est produit par des êtres vivants ou par des activités géologiques, ce qui, dans cette recherche de vie, constituerait un revers. Une chose est sûre, la situation sur Mars a déjà été plus propice à la vie il y a quelques centaines de millions d'années. Peut-être ne demande-t-elle qu'à se réveiller ? Même s'il n'y en a plus aujourd'hui, nous pouvons quand même en trouver des traces. Disons que, même si l'on ne retrouve pas de vie, mais des traces qui permettraient de dire qu'il y a eu de la vie sur Mars, pour moi, ce serait sensationnel.
la recherche de la vie sur la planète rouge est synonyme d'espoir gigantesque et peut-être de désenchantement. Mais elle est passionnante. La mission ExoMars, qui déploie une telle débauche de technologie pour chercher de la vie sur Mars, risque finalement de découvrir qu'il n'y en a plus. Mais l'effort n'aura sûrement pas été vain, puisqu'un regard sur la vie passée peut faire considérablement progresser la recherche. Car nous pouvons ainsi mieux comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes, et comment la vie pourrait continuer sur Terre au cours des prochains milliards d'années. Tu sais quoi? On continue. Quoi qu'il arrive. À bientôt. Salut.